Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche tous, le bonheur. Bonjour. Oui, une question fondamentale. On va explorer ça à travers, disons, trois regards importants basés sur nos lectures. L'art du bonheur du Dalai Lama et Howard Cutler, Et si le bonheur vous tondait dessus de Daniel Gilbert, et puis Comment être heureux et le rester de Sonia Lyubomirsky. Voilà, trois approches assez différentes, mais on va le voir complémentaires. Notre mission, si on peut dire, c'est de distiller un peu l'essence de tout ça, comprendre ce que ces experts nous disent sur le bonheur et surtout comment on peut le cultiver. Alors, par où on commence? Peut-être par l'art du bonheur, non? C'est une perspective, disons, plus philosophique, spirituelle. Oui, bonne idée. Le Dalai Lama et Cutler y posent une idée forte dès le départ. Le but de la vie, ce serait d'être heureux. C'est ça. Mais attention, pas un bonheur superficiel, hein. Non, pas juste le plaisir immédiat, plutôt un état profond. Il parle beaucoup de compassion, d'altruisme, de paix intérieure. Exactement. Et le point clé vraiment central dans leur approche, c'est que le bonheur dépendrait avant tout de notre état d'esprit. Ah oui, Plus que des événements extérieurs, des choses qui nous arrivent. beaucoup plus, selon eux. L'idée, c'est qu'on a un contrôle sur notre façon de percevoir et de réagir. C'est ça, le levier principal. Intéressant. Et ils proposent des pistes, j'imagine. Tout à fait. Nos sources mentionnent des pratiques comme la méditation sur la compassion, cultiver activement la bienveillance, quoi. D'accord? Il y a aussi la gratitude au quotidien, remarquer ce qui va bien, et puis euh, réduire l'attachement excessif, surtout aux choses qu'on ne maîtrise pas. C'est une démarche très active, en fait. Une construction. Une construction intérieure, ok. Alors si on passe à Daniel Gilbert, là on change un peu de registre, non? C'est plus scientifique, psychologique? Oui, et c'est là que ça devient un peu contre-intuitif même. Gilbert, il nous dit « Attention, notre cerveau n'est pas très bon pour prédire ce qui nous rendra vraiment heureux. Ah bon? Comment ça? » On a tendance à surestimer l'impact émotionnel des événements futurs. Que ce soit un truc positif comme une promotion ou négatif, on imagine que ça va nous rendre très heureux ou très malheureux, et pour longtemps. Alors qu'en réalité, VC s'estompe plus vite que prévu. Exactement. C'est ce qu'il appelle les erreurs de prévision affective. On se projette mal. D'accord. Donc la conclusion, c'est quoi? Méfiance envers nos propres désirs. On peut, oui. Surtout, se méfier de la petite phrase « Ah, je serai heureux quand ?» Gilbert invite plutôt à être attentif à ce qui nous apporte vraiment du bien-être. Là, maintenant, dans le présent. et à accepter ce présent, même s'il n'est pas parfait, j'imagine. Voilà, c'est une invitation à plus de réalisme et de présence. Bon, on a la perspective spirituelle, la mise en garde psychologique, et Sonja Lyubomirsky alors. Elle apporte quoi de neuf? Elle semble redonner du pouvoir d'action, non? Tout à fait. C'est là que ça devient très concret et encourageant. Lyubomirsky, elle arrive avec son fameux modèle des pourcentages. Ah oui, le 50-10-40, c'est ça. Elle dit, bon, environ 50% de notre potentiel de bonheur serait génétique, notre point de consigne en quelque sorte. Ok, ça, on n'y peut pas grand-chose. Voilà. Ensuite, environ 10% seraient liés aux circonstances de vie, la richesse, la santé, le mariage, etc. C'est souvent ce sur quoi on se focalise, mais l'impact serait limité, seulement 10%. C'est peu. Relativement oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Il reste 40%. Et ces 40%, selon ces recherches, dépendraient de nos activités intentionnelles, ce qu'on fait délibérément au quotidien. 40%, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a une vraie marge de manœuvre. Exactement. Ça renforce l'idée que le bonheur, ça s'apprend, ça se cultive. C'est une compétence en quelque sorte. Et quelles sont ces fameuses activités intentionnelles qu'elle recommande? Alors, les sources en listent plusieurs qui sont validées par la recherche. Par exemple, tenir un journal de gratitude, noter régulièrement les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Simple mais puissant, j'imagine, pour changer le focus? Très. Il y a aussi le fait d'accomplir des actes de gentillesse de façon volontaire. Ça fait du bien à l'autre, mais aussi à soi-même. D'accord. Se fixer des objectifs qui ont du sens pour nous et s'engager pour les atteindre. Et puis, rechercher activement des activités qui nous plongent dans cet état de flow. Le flow, oui, vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement? Bien sûr. Le flow, c'est cet état d'immersion totale dans une activité. On est tellement concentré, tellement engagé qu'on en oublie le temps qui passe, on oublie presque soi-même. Comme quand on est absorbé par un projet passionnant ou en faisant du sport, de la musique. Voilà, c'est ça. C'est un état très satisfaisant en soi. Et Lyubomirsky dit que chercher consciemment ces moments de flow, ça contribue beaucoup au bonheur durable.
Donc, en résumé, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, Allez-y. le bonheur, ce serait moins une destination lointaine qu'un cheminement intérieur qu'on construit activement. Oui, c'est une bonne image. Ça passe par notre état d'esprit, la compassion, la gratitude, comme le dit le Dalai Lama. Ça demande aussi d'être plus présent et réaliste, comme le suggère Gilbert. Et puis, ça repose sur des actions concrètes, des habitudes, comme le montre Lubomirski avec ses 40%. Finalement, une bonne partie est entre nos mains, quoi. C'est tout à fait ça. Ces trois perspectives, même si elles viennent d'horizons différents, elles convergent vers cette idée d'un bonheur actif, d'une compétence qui se travaille, un entraînement de l'esprit et du comportement en quelque sorte. Et il y a des choses simples qu'on peut faire dès aujourd'hui, apparemment. Oui, les sources en proposent. Par exemple, identifier 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour. Ou alors, faire une petite action altruiste, même anonyme. Ou encore juste prendre 5 minutes pour respirer consciemment, observer ce qui se passe en soi, sans jugement. Des petits pas, mais qui peuvent faire une différence, on dirait. C'est l'idée. Commencer petit, mais régulièrement. C'est une boîte à outils assez riche, en fin de compte, qu'on tire de ces lectures. Un mélange de sagesse ancienne et de sciences modernes. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante, peut-être pour aller plus loin. Au-delà des techniques et des stratégies, quelle est la nature fondamentale de cet équilibre intérieur qu'on recherche vraiment à travers toutes ces approches? Qu'est-ce qu'on vise, au fond? Excellente question pour terminer. De quoi méditer. Merci beaucoup pour cet échange éclairant. Merci à vous.